nous met sous les yeux le témoignage d'Hérodote, de Dédore de Sicile, le témoignage de la Bible sur la race des anciens Égyptiens, d'entrée de jeu. Dans ce chapitre 1, il règle la question. Pourquoi réinventer l'eau chaude si on a déjà la réponse à une question? Pourquoi on se pose encore la question alors qu'Hérodote, qui est parti en Égypte ancienne, au 4e siècle avant Jésus-Christ, qui a vu les Égyptiens de ses propres yeux, qui est un témoin oculaire, il dit, ils ont des cheveux crépus, et ils ont la peau noire. Mais pourquoi tu dis maintenant que Hérodote, bon, il n'a pas bien vu, bon, non, et puis, toi tu prends Hérodote pour faire l'histoire de l'Europe, et quand lui, il prend Hérodote pour faire l'histoire de l'Afrique, il dit que Hérodote n'est pas normal parce qu'il n'a pas bien vu. Comment lui peut voir des nègres civilisés? Non, non, je caricature, mais c'est ça, hein. C'est ça. Donc ça, c'est le chapitre 1. Il règle, dès son premier chapitre, la question de la race. En se basant sur les anciens. C'est-à-dire les ancêtres des Édo-Européens. Parce que c'est moderne qui falsifie leur histoire. Leurs ancêtres, c'est les Grecs. Mais si tant est que les Égyptiens étaient des nègres, mais leurs ancêtres là auraient dit ça. Parce que ces Grecs là, ceux qui ont vécu les Égyptiens. Si c'était eux qui avaient inventé la civilisation, ils auraient dit que c'était eux. Mais ils disent non, nous on est trop petits devant les Égyptiens. C'est nos maîtres. Mais nous, nous sommes leurs élèves. Nous sommes leurs élèves. Nous sommes allés apprendre en Égypte ancienne, à Héliopolis et dans toutes ces grandes villes africaines. C'est ce qu'ils disent. Tous les témoignages des anciens, aucun témoignage ne dit que les Égyptiens étaient blancs. Aucun. Ils sont tous formels. Pour eux, il n'y avait même pas de débat pour les anciens Égyptiens. Les anciens Grecs, pour les Grecs, qu'on appelle les anciens. Alors, chapitre 2, Jock attaque une autre question. Naissance du mythe nègre. Il attaque ça tout de suite. Parce qu'en fait, les gens disent, mais non, mais non. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on n'a même pas inventé une aiguille. Mais comment on peut faire une... Non. Voilà. On est maudit. Comment on peut être des initiateurs de civilisation? Et Jock dit, non, ça, le mythe nègre, il faut que je règle ce cas-là. Oui, oui. Donc, il fait la genèse de la naissance de ce mythe, le mythe nègre. Il fait la genèse. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment le mythe nègre est apparu? Parce que c'est un historien. Pour un historien, les choses que vous voyez comme ça, là, ont une histoire. Vous voyez le mariage, c'est une histoire. Tu salues à la main gauche, c'est une histoire. Tu dis bonjour, c'est une histoire. Bon, alors, pendant 10 000 ans, les nègres ont développé la première civilisation du monde. Pendant 10 000 ans. Un cycle de 10 000 ans. Si aujourd'hui, les chercheurs nous parlent de 200 000 ans, la naissance de l'humanité, la naissance de l'homme, il y a 200 000 ans. Donc, les hommes nés dans la vallée du Lomo vont habiter l'Afrique entière, y compris l'Afrique du Nord, qui était donc une Afrique, comment on dit ça, verdoyante. Le Sahara d'aujourd'hui était verdoyant. Autour de 7000 ans avant Jésus-Christ, il va se produire une catastrophe climatique. C'est-à-dire, ça va être le dessèchement du Sahara. Avec le dessèchement du Sahara, les nègres vont se replier dans la vallée du Nil. La vallée du Nil, c'est une pente d'à peine 5 à 10 km sur 1000 km de long. C'est-à-dire 4 à 10 km de large sur presque 1000 km de long. C'est ça la vallée du Nil. Ils vont se replier dans la vallée du Nil. Et les conditions exceptionnelles de la vallée du Nil vont faire que les nègres seront obligés d'inventer la civilisation. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais c'est les conditions de vie imposées par l'environnement dans la vallée du Nil, imposées par les conditions économiques, qui vont amener les nègres à inventer la géométrie, à inventer les mathématiques, à perfectionner la religion, à créer l'empire, à créer l'État, c'est-à-dire à créer une organisation sociale très de cohésion. Imaginez les crues du Nil. Nous avons nos plantations, nos champs, comme on dit. Et chaque année, quand à la crue,
l'eau qui déborde du Nil envahit tous les champs et efface les bornes, efface les limites. Quand la crue se retire, il faut que chacun d'entre nous reprenne son champ. Alors comment on fait maintenant pour savoir où se trouve la borne? Vous comprenez? Voici comment on a inventé la géométrie intégrale. Non, je voudrais insister là-dessus, hein. Parce que bon, c'est comme ça, hein, dès que tu parles de ta civilisation, que tu assumes ta négritude, on dit, ah, tu es raciste, c'est du racisme. Où est le racisme dans ça? Il n'y a pas de racisme ici. Il n'y a pas, c'est pas parce que le nègre est un génie, entends? Ça ne dit pas de ça. Ça dit, c'est la situation là. Ça, c'est très important. Sa situation géographique qui va faire que le nègre va inventer toutes les grandes inventions de l'humanité. Puisque il faut compter. Il faut compter. Il faut créer un État. Il faut se mettre ensemble. Il faut se donner la main. Donc ils vont créer l'État. Un Amori, une Names, va créer l'État 3400 avant Jésus-Christ. Le premier État, c'est le premier roi du monde. Donc voici. Alors donc, je vais passer rapidement maintenant. Alors à cette époque, donc tout ce qu'on appelle les grands nègres habitaient dans la vallée du Nil. Les forêts ici étaient habitées par des pygmées. Voilà. Quand on dit autochtone, mais on ne peut pas être tous autochtones. L'homme est né à un point précis de la terre. Il y a un seul autochtone. Je ne rentre pas dans la politique, hein, mais je veux dire, c'est très important pour l'unité de l'Afrique que les Africains viennent d'un point commun. La vallée du Nil. Nous venons de là. Alors donc, quand l'Égypte sera attaquée, les Noirs vont se replier. Ils vont se replier petit à petit. À partir du 7e siècle, nous sommes attaqués d'abord par les Assyriens, nous sommes attaqués par les Perses, par les Grecs au 4e siècle, par Rome, 50 avant Jésus-Christ, par les Arabes au 7e siècle, après par les Turcs. Donc la métropole noire qui était dans la vallée du Nil, c'est-à-dire l'Égypte et le Soudan, nous allons tous partir par vagues successives et nous allons partir occuper les forêts. Mais quand nous allons rentrer dans les forêts, il va falloir se réadapter et créer un nouvel équilibre. Le nègre n'avait plus les mêmes conditions géographiques. Il n'avait plus d'obligations, il n'avait plus besoin de technique. Par contre, il va développer son système politique et son système moral. Parce que là, on vit dans la forêt, il va développer la maths au plus haut niveau. Mais il va perdre au niveau technique. Il ne va pas développer la technique. Ça, c'est un point important qui explique la dégradation de l'Afrique. Évidemment, les Européens, là, quand ils vont se libérer des Arabes, puisque l'Afrique, pour eux, est un continent certes riche, qui avait des grands empires, hein, comme je suis passé très rapidement l'empire du Ghana, etc. Mais comme l'Afrique avait une faiblesse, c'est le noir qui a inventé la poudre à canon. Dans les confréries, les initiés. Et l'Afrique a toujours utilisé la poudre à canon. Les 21 coups de canon que vous faites ici, là, bon, nous, quand les funérailles des grands initiés, c'est ce qu'on fait. Hein. On a inventé le fer, mais on ne va pas inventer le fusil. Si vous comprenez. Voici le drame de l'Afrique. Alors, un continent comme ça, il devient fragile. Et donc, les nécessités économiques de l'esclavage vont faire que l'Afrique va t'attaquer. Donc, les grandes civilisations qu'ils vont trouver en Afrique, et donc eux-mêmes diront que, Frobenius dira que l'Africain est civilisé jusqu'à la moelle des os. Frobenius, c'est un anglais, hein? Un Allemand. Donc, tous les rapports, hein, tous les rapports qu'ils écrivent à cette époque-là, quand les écrivains parlent de la cour royale de Ouagadougou, comment l'empereur reçoit, de la cour du Mali, l'empire du Mali, des réceptions à l'empire de Soraï. Mais ce n'est pas des petites affaires. Hein. Donc voilà, cette Afrique donc va subir l'esclavage. Et évidemment, quand tu subis l'esclavage, il faut aux Occidentaux maintenant, comment on dit ça, justifier l'esclavage. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ils vont inventer donc le mythe du nègre sauvage. C'est des sauvages. C'est des païens. Il faut qu'ils rentrent au royaume de Dieu. On doit les aider pour rentrer au royaume de Dieu.
Sinon, ils ne connaîtront pas le salut. C'est grave. Il faut qu'on les aide à avoir le salut. Voici comment est né le mythe du nègre sauvage. Voilà, donc ça c'est le chapitre 2. J'ai été un peu long, mais c'est que le mythe lui-même, il n'est pas évident. Le chapitre 3, Cheikh Anta Diop rentre maintenant dans la falsification moderne de l'histoire. C'est le titre du chapitre. Falsification moderne de l'histoire. Quand on regarde bien, ce chapitre est structuré en 2 parties. Il va passer d'abord en revue les premiers égyptologues qui vont falsifier l'histoire. Il va donner leur nom. Il va dire ce qu'ils ont dit. Et il va donner les procédés qu'ils vont utiliser pour mentir. Et dans la deuxième partie, il va maintenant passer en revue ce que j'appelle les berceaux de civilisation. Alors, dans la première partie, il va citer Champollion Figeac, le frère du Champollion le Jeune. Parce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire, en fait, le mensonge sur l'Égypte nègre à 2 périodes. La première période, je l'ai dit tout à l'heure, depuis les anciens Égyptes, les Grecs, pour les Blancs de cette époque, l'Égypte était nègre, il n'y avait pas de discussion. Mais la discussion va venir au 18e siècle, 19e siècle, au début du 19e siècle, quand Champollion le Jeune va déchiffrer les hiéroglyphes. Quand il va déchiffrer les hiéroglyphes, ils vont découvrir que cette civilisation-là, cette civilisation des pyramides, des temples, des obélisques, cette civilisation qui a donné la religion, l'art et la philosophie au monde, cette civilisation qui a civilisé les Grecs, ils vont découvrir que cette civilisation-là est nègre. À un moment, eux, où ils étaient au summum de leur puissance, c'est-à-dire où les bateaux négriers étaient remplis et on faisait des trafics intenses entre le continent africain et l'Amérique, où ils déportaient nos parents en masse, où ils ont commencé à entre guillemets christianiser les Africains en disant qu'ils n'ont pas de religion. Et voilà qu'on découvre que c'est des Noirs. Donc j'ai entendu, il était impossible de reconnaître que cette civilisation était nègre. Donc voilà pourquoi quand l'égyptologie va naître, parce que l'égyptologie, c'est-à-dire la science qui étudie donc l'Égypte, va naître avec donc le défrichement de Champollion en 1830, 1822 ou 1830. Donc les premiers savants vont commencer à falsifier. Champollion le Jeune, lui il va dire que c'est des noirs, c'est des nègres, mais, à mettre plein de mains. Je passe sur ça, c'est bon, ils sont rouges, bon. Mais le plus terrible, le criminel, parce que Cheikh Anta Diop considère que c'est un crime contre l'humanité que de falsifier l'histoire. C'est Champollion Figeac, son frère. Figeac va dire, mais comment? Mais c'est pas parce qu'on a les cheveux crépus et la peau noire qu'on est nègre. Comment on peut dire des choses comme ça, mais c'est inadmissible? Il y a des nègres, il y a des blancs à peau noire. Oui, il y a des blancs à peau noire, il y a des rouges. Donc, non, on rigole, mais c'est ça, hein, vous voyez? C'est pour ça, vous ne devez pas prendre de complexe, hein. Parce que notre tort à nous tous, c'est de ne pas contrôler ce que nous disent les savants. Mais quand on contrôle ce qu'ils disent là, mais c'est de l'enfantillage. Mais c'est pour ça que si vous commencez à lire Cheikh Anta Diop, mais vous serez savant. En tout cas, plus savant qu'eux. Non, ça, je suis clair là-dessus. Parce que vraiment, c'est grossier. C'est grossier. Alors donc, c'est ça Champollion Figeac. Ensuite, il y a... comment il vient là? Il y a Chéribéni. Bon, il y a Chéribéni. Il y a le nom, celui qui a besoin d'édition. Maspero. Voilà, il y a Maspero. Bon, alors, ça, c'est les plus grands égyptologues. Et là, on n'a pas le temps, mais quand vous lisez, là, ils donnent les démonstrations, mais tout ça, on démontre rapidement. Et Diop dit, mais les gens comme Maspero, on les prend la main dans le sac. Donc, si les Maspero même n'ont pas réussi à falsifier l'histoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu nous convaincre,
C'est la preuve que les Égyptiens anciens sont des nègres. Ensuite, dans ce chapitre 3, Cheikh Anta Diop va passer en revue maintenant les berceaux des civilisations. Parce qu'ils vont dire, non, que, en fait, la civilisation vient de l'extérieur. Donc, le berceau des civilisations, ils vont donner plusieurs noms. Soit alors c'est en Mésopotamie, soit c'est en Phénicie, soit c'est les Arabes, soit c'est les Grecs. Donc, Cheikh Anta Diop va prendre un à un tous ces éléments-là et puis les examiner à la loupe et montrer les incohérences. Il leur dit, mais si que vous citez là, les Phéniciens, les Palestiniens, les Mésopotamiens, mais tout cela c'est des peuples jeunes, c'est des peuples postérieurs. Ça dit que l'Égypte ancienne avait déjà des milliers d'années de civilisation. Quand ceux-là sont venus et on peut les dater, voici les dates, 4000 ans avant Jésus-Christ, le premier homme. Au Proche-Orient, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors le calendrier égyptien commence à 4236. C'est-à-dire il y a des milliers d'années avant, l'Égypte était déjà dans l'histoire. Et voilà les preuves. Alors donc, voilà comment il va écarter l'un après l'autre. Donc tous ces personnes qui sont... On nous parle des Arabes. Mais les Arabes sont arrivés en Afrique au 7e siècle. Et c'était un peuple vif. C'était un peuple sauvage. C'était des nomades, ils n'étaient pas civilisés. Le nomade n'est pas civilisé, il ne connaît pas l'astronomie. Le nomade, il court dans le sable. Il est sale. C'est un coureur de sable. Mais alors comment tu peux dire que les Arabes sont à l'origine de la civilisation? C'est que des choses comme ça. Hein? Voilà, donc ça c'est le chapitre 3. Le chapitre 4. Chapitre 4, argument pour une origine nègre de la race et de la civilisation égyptienne. Alors, dans les chapitres 1 et 2, 3, Cheikh Anta Diop règle le problème définitivement. La question sur la race des anciens égyptiens, il règle, c'est réglé. Maintenant, il passe à une autre, à d'autres catégories de preuves. Mais puisqu'ils sont des nègres, les Égyptiens anciens, donc je dois être capable de montrer que les nègres d'Égypte sont les mêmes que les nègres qui sont aujourd'hui à l'intérieur du continent africain. Voilà. Donc, il passe en revue maintenant les similitudes. Il dit, vous voyez, au niveau ethnologique, ceux-là, ils font comme les nègres, le totémisme, ils ont des totems. Ils se circoncisent. Ils ont une royauté. Ils ont la même cosmogonie. Ils ont la même organisation sociale. Ils ont tous le matriarcat. Tous. Le matriarcat. Les pharaons, là, c'est le matriarcat. En Afrique, c'est le matriarcat. Même ceux qui ont patriarcat, là, creuser un peu, gratter un peu, vous voyez qu'en bas, c'est du matriarcat. Ceux qui disent sont patriarcat. Mais un qui est à droite ici. Dès que tu grattes un peu chez les crous, là, vous grattez un peu là, vous voyez qu'en bas, là, c'est le matriarcat. Alors, il passe un peu ensuite aux arguments linguistiques. Aux arguments linguistiques. Où il compare sa propre langue, le Wolof, et d'autres langues de chez lui, avec donc la langue de l'Égypte ancienne. Et il se rend compte que c'est la même grammaire, c'est les mêmes conjugaisons, c'est les mêmes mots, c'est la même langue. Et dans cette démonstration, ça on le savait de toute façon, toutes les langues africaines appartiennent à une seule famille, que Obenga va appeler le négro-égyptien. Comme d'ailleurs les langues européennes, toutes appartiennent à l'indo-européen. Et quand on va dire ça, ils vont critiquer. Mais vous savez, ils vont se retrouver en 1974, lors d'un colloque. Et nous avons l'intention à Kemet Mat de fêter l'anniversaire du colloque de 1974 l'année prochaine. Le haut sommet où tous les grands savants du monde vont se retrouver. Face à Cheikh Anta Diop. Diop, face à tous, comme tous. Avec Obenga à ses côtés. Et Diop va lui dire, mais moi je ne comprends pas. Quand je compare, vous dites, ouais, c'est des coïncidences, c'est des similitudes. Bon, c'est pas prouvé. Vous avez utilisé une méthode pour démontrer que les langues européennes appartiennent à une même famille qu'on appelle l'indo-européen. La méthode que vous avez utilisée là,
j'utilise la même méthode pour démontrer que les langues africaines appartiennent à des négro-égyptiens. Vous dites quoi maintenant? Et ce colloque a été obligé de reconnaître que Cheikh Anta Diop Obenga avait raison. Ça, en tout cas, c'est une des conclusions essentielles de ce colloque. Et nous interpellons ici les linguistes. Nous sommes dans une université. Il a été démontré en 1974 que toutes les langues africaines sont une, y compris l'Égypte ancienne, la langue de l'Égypte ancienne. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui encore on continue à enseigner à nos enfants que la langue égyptienne est une langue sémitique? Sémitique, des gens qui sont venus après les Égyptiens. Après. Des millénaires après. Comment moi, mon enfant, il va m'apprendre ma langue? Je parlais quoi avant lui? C'est une honte. Il faut qu'ils disent la vérité historique à leurs étudiants. La langue égyptienne est une langue négro-africaine. Et ça, c'est important en matière de recherche, de conséquences à la recherche. La recherche en Afrique est bloquée à cause de ça. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas remonter loin. Parce qu'on ne veut pas utiliser la langue. Parce que si tu prends, et c'est ce que le frère a démontré tout à l'heure, tu prends la langue courte, la langue d'Ida, que tu compares avec la langue de l'Égypte ancienne, de l'Antiquité, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus-Christ, tu vois les similitudes. Donc tu peux dire que le Dida est venu dans la vallée du Nil. Mais regardez comme c'est triste votre histoire. On nous parle de circoncision. Voilà, c'est ça que quand on nous parle de nos ethnies, d'abord on dit ethnie. Voilà, ethnie. Pas des ethnies. Les Baoulés, ce n'est pas une ethnie. C'est un empire, l'empire Baoulé. Il y a son nom dans la langue Baoulé. Il y avait une reine. Ce n'est pas une ethnie. C'est la colonisation qui a cassé. Et les gens sont dispersés. On dit que c'est des ethnies. Ce n'est pas des ethnies. Qui les a cassés? Quand ils sont venus, c'était une ethnie. Qui a exécuté le roi de Sakassou en 1902? Le roi de Sakassou, qui l'a exécuté en 1902? Nous demandons des comptes. Mais il faut dire la vérité aux gens. L'empereur Balé a été exécuté. Alors, ensuite, il parle donc de la parenté du Soudan mérotique et de l'Égypte. Et vous dites que l'Égypte est blanche. Mais le Soudan, là, ils sont blancs aussi. Alors que les gens, c'est des frères, ils vivaient ensemble. Il y a eu des pharaons qui sont venus du Soudan. Et les Égyptiens anciens même viennent du Soudan. Donc, il parle de ça. Chapitre 5. Maintenant, il va passer en revue au chapitre 5. Des arguments contre l'idée d'une Égypte nègre. On dit non, ça ne peut pas être des nègres. Pourquoi alors on est tombé si bas? Voilà. Ah, donc, comme on est tombé si bas là, donc ça ne pouvait pas être nous. Voilà. Ça dit la Grèce aujourd'hui, le dernier pays en Europe, ce n'était pas la Grèce qui était la Grèce avant. Bon. Ensuite, les problèmes posés par les cheveux lisses et les traits irréguliers. On dit ça, c'est des nègres, mais ils ont des cheveux lisses. Et puis ces traits ne sont pas des traits grossiers. C'est des traits réguliers. Voilà ce qu'on dit. Donc ce n'est pas des nègres. Bon, ça, c'est un faux problème. La race noire est composée de deux types. Il y a le nègre là. Crépus, cheveux crépus, peau noire. Mais il y a le nègre aussi. Peau noire, cheveux lisses. Mais attention, un lisse qui n'a rien à voir avec les cheveux lisses, ni des occidentaux, qui est aussi loin des cheveux crépus des noirs que les cheveux lisses des occidentaux. Ce n'est pas les mêmes cheveux lisses. Hein, il y a des spécialistes des cheveux là en face de moi. Et je salue au passage. Il y a ensuite un autre argument. Oh ben ceux-là, ils ont toujours été asservis, ils ont toujours été esclaves. Comment ils peuvent faire une civilisation? Mais non, c'est vous qui mentez. Les Noirs qui sont au Maroc, en Algérie, en Libye, tous ces Noirs-là sont chez eux. C'est les autochtones, ils ont été massacrés. Les Arabes les ont massacrés. Les Arabes ne sont pas africains. Les Arabes sont arabes, ils viennent d'Arabie là-bas. Donc les Noirs qui sont là-bas, là, ils ne sont pas tous esclaves. C'est les autochtones. C'est une façon de nous enlever notre originalité. Ensuite,
il y a le teint brun rougeâtre des Égyptiens. Il dit les Égyptiens ne sont pas noirs, ils sont teint brun rougeâtre. Soit. Mais Job dit, mais les noirs là, il y a plusieurs catégories. Vous n'êtes pas au courant? Il y a les noirs qui sont noirs. Il y a les noirs qui sont clairs, comme teint clair. Oui, il y a plusieurs catégories. Donc, quand vous dites teint rougeâtre des Égyptiens, c'est que vous confirmez que ces Égyptiens sont bien des nègres. Vous n'avez pas dit blanc. Bon. Ensuite, il y a l'inscription sur la selle de Philae. Alors là, c'est de la force qui va vraiment raconter des histoires. Parce que là, tu vois comment ils traduisent sur la selle de Philae. Bon, on va laisser ça pour les questions tout à l'heure. Chapitre 6, peuplement de l'Afrique à partir de la vallée du Nil. Dans le chapitre 6 maintenant, Job maintenant, une fois qu'il va régler toutes ces questions-là, il va maintenant établir, nous montrer que les Égyptiens viennent tous, les Africains viennent de la vallée du Nil. À cette époque, on disait que les Africains venaient de l'océan Indien. Nous, on n'était pas là, hein, mais c'est ce qu'on disait. Qu'on venait de l'océan Indien, avant que Job écrive ça. C'est ça, Job dit, mais non, on ne vient pas de l'océan Indien. Et il va utiliser, et c'est là où vous voyez le génie du Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire, il va renouveler les méthodes de recherche. Il va utiliser les noms totémiques. Les noms totémiques. Les noms de groupe et les noms propres totémiques et la langue pour montrer que les Africains, par exemple les Sénégalais, les noms comme Kaba, les Kaba, tout ça, quand il va les comparer à l'Égypte ancienne. Et c'est comme ça. Non, des noms totémiques. Quand sur les BT, on dit Kipré. Kipré, c'est. Comment on appelle ça en Égypte ancienne? C'est Kepri. Voilà, c'est Kepri. Les Kenyans disent Kipcho. Les noms totémiques là, on a dit à Job, mais c'est peut-être une coïncidence. On dit, mais non, en Afrique, c'est pas une coïncidence. C'est un nom totémique, c'est mon totem. Donc celui qui a son totem mouton, hein, comme le bélier de Yamsogro, il a le totem du mouton. Ça, c'est Amon, c'est le totem d'Amon. Tous ceux qui ont un totem mouton en Afrique ici, c'est Amon. Que ce soit les Dogons, avec Ama, le totem, c'est Amon. En Égypte, c'est Amon. C'est le bélier qui a le totem. C'est un fait important. Vous voyez? Donc avec ce fait-là, il va tracer le chemin des peuples, de leur migration. Et c'est comme ça qu'il va montrer l'origine de certains peuples. Et je cite les Yoruba, les Laobé, les Peuls, les Toucouleurs, les Sérères. Il va même parler de nous, on nous fait l'honneur, puisqu'il a parlé des Aïs. Ensuite, on arrive au chapitre 7. Au chapitre 7, c'est apport de l'Éthiopie, Nubie et de l'Égypte à la civilisation. Apport de l'Éthiopie, Nubie et l'Égypte à la civilisation. Donc ce chapitre est important. Parce que c'est l'apport des Égyptiens anciens à la civilisation, mais surtout à la civilisation grecque. Parce que là, Dieu va poser un problème sérieux. Mais comment se fait-il que vous parlez de miracles grecs? Comment ça se fait que vous parlez de miracles grecs? Donc on sait qu'il n'y a pas de miracles grecs, c'est que les Grecs ont appris tout en Égypte. C'est l'Égypte qui a civilisé la Grèce. Alors sinon, comment vous pouvez expliquer ce fait étonnant? Le centre intellectuel de la Grèce, Alexandrie, c'est-à-dire la Grèce a son plus grand centre intellectuel en Afrique sur le territoire des Noirs. Oui. C'est là-bas tous les grands savants grecs sont sortis. C'est là-bas qu'ils ont fait, soi-disant qu'ils ont édité leurs livres, Bachet, etc. Pourquoi Alexandre, qui est la capitale scientifique, culturelle de la Grèce, ne se trouve pas en Grèce et se trouve en Égypte sur la terre de l'Afrique? Répondez à cette question. On peut commencer à débattre. Et puis, si vous dites que c'est des Blancs qui ont civilisé l'Égypte ancienne, alors, c'est qu'avant de venir en Afrique, ils étaient civilisés chez eux. Donc, montrez-moi leur berceau de civilisation. Montrez-moi, c'est où? Il n'y a rien. Il n'y a pas. Parce que, si, mais, donc, pourquoi c'est au contact des nègres de cours qu'ils font des découvertes? Oui. Donc, c'est que l'écriture, là, qu'on a découvert chez nous, 4000, 4200. Mais donc, on doit trouver aussi l'écriture là-bas chez eux. Où c'est où? Parce que c'est eux qui nous envoient l'écriture.
Donc ils se sont oubliés là-bas. Ils sont venus. C'est extraordinaire ça. Non, vous voyez, c'est ça la science. Hein. De toute façon, la science, si tu mens, on te rattrape de l'autre côté. Hein. Ouais, tu peux sortir par la porte, puis voilà, tu rattrapes par là. Donc là, c'est donc l'apport de l'Éthiopie, du Bi à l'Égypte et à la civilisation. Alors maintenant, je finis avec la deuxième partie du livre. Hein. Alors là, je vais vraiment survoler. Bon, la deuxième partie traite des autres aspects de la culture nationale. Voilà, des autres aspects. C'est-à-dire que il va traiter ici en fait des questions comment avoir une langue pour toute l'Afrique, comment écrire nos langues, comment introduire des concepts scientifiques dans nos langues, voilà, c'est ça. Comment au niveau littéraire, au niveau des arts, notre architecture, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Voilà. Donc il va déplier tous ces problèmes-là. Voilà. Au niveau des structures sociales, par rapport à la société de caste, comment on doit s'organiser aujourd'hui. Bref, je m'arrête là. Donc vous voyez bien que la deuxième partie traite des problèmes actuels de l'Afrique et c'est ce qui justifie le sous-titre de national et culture de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, alors je vais laisser maintenant la parole au Sèche Aïpo, qui va lui présenter son thème. On a voulu que ce thème soit pratique, parce que là, on a fait des présentations d'ouvrages, mais là, Aïpo va présenter le genre de résultats, de recherche que nous faisons chez nous à l'Institut Kemet-Mat. Frère Aïpo, tu as la parole. Merci, Chenouti. Je vais essayer de répondre à la question que tu as posée au début. Nous tous là, nous venons d'où nous avons tous un point commun. C'est un peu aborder la question de l'unité culturelle de l'Afrique. Mais avant d'aborder mon thème, je vais un peu insister sur quelque chose. Je suis un pur produit de l'université d'Abidjan. C'est vous dire que en 1973, je suis arrivé dans cette université. Et je peux vous dire une chose. L'existence d'un CPU à l'université d'Abidjan aujourd'hui, pour moi, c'est comme un miracle. Parler d'un club panafricain universitaire, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est bien la preuve qu'on a parcouru un chemin et que nous sommes sur la voie. Et je ne peux que vous encourager. Le temps viendra. Le temps de l'effort. Le temps de l'effort viendra. Ce que j'appelle l'effort, c'est l'État fédéral ou rien. Ce temps-là viendra. Parce que j'ai confiance avec le mouvement qui s'amorce maintenant, que nous allons prendre les uns et les autres, nous allons prendre conscience de l'importance de l'État fédéral pour l'Afrique, pour sa libération, pour le développement, pour la libération du monde lui-même. Parce que les uns et les autres se sont mis hors de l'humanité. Donc, félicitations et courage. Ce matin, ou plutôt ce soir, cette nuit, je vais vous parler de la parenté génétique entre l'Égyptien ancien et le Dida Krou. Mais l'intention de l'étude, c'est de travailler sur
la parenté génétique entre l'Égyptien ancien, l'Akan, le Mandé, le Gur et le Krou, de façon à ce que les uns et les autres dans ce pays prennent conscience qu'ils sont une seule et même personne. Qu'on tourne le dos aux ethnies pour faire face à nos nations. Car comme l'a dit le chénu tout à l'heure, nous sommes des empires qui sont réunis sur cette terre. Donc, le but de l'étude, c'est cela. Mais pour ce soir, je vais me contenter de vous présenter un peu les liens qui peuvent exister entre l'Égyptien ancien et le Krou, en particulier le Dida, qui est un dialecte du Krou. Alors, si j'avais su que nous allions avoir un rétroprojecteur, j'aurais présenté ce tableau-là. Mais bon, voilà, je vais vous le décrire. C'est un tableau où je présente les mots égyptiens pharaoniques. Je les compare au Dida et aux autres langues négro-africaines. Et parfois, je recours au grec pour montrer un peu comment le grec déforme les mots et les noms africains. Donc, nous allons commencer. Alors, en égyptien pharaonique, il y a Ra, Amon-Ra, le dieu créateur des dieux. Et en Dida, on dit Lago. Mais une transmutation du R de Ra en L peut être à l'origine de Lago. Sinon, normalement, on devrait dire Ra-Go. Et le Go est égal à Gogobla, Godo-Godo, Gagagnon, ce qui veut dire ancien. Donc, quand on dit Lago, en fait, on dit Ra l'ancien. Les autres langues négro-africaines parlent d'Ama. Ama, le dieu en Bambara et puis le Dogon. Après Ra, en égyptien pharaonique, nous allons avoir Heru. Heru, le soleil, fils d'Osiris. En Dida, on dit Yoro. Yoro, c'est le soleil. Et ce Yoro-là, les Grecs l'ont appelé Horus. Donc peut-être que la bonne translittération pourrait être le Yoro de Dida. Mais c'est ça. Voilà. Les Égyptiens, parlant des étoiles, disent Seba. Ils appellent les étoiles Seba. Mais les Dida, pour désigner la nuit, ils disent Sabo. Sabo. C'est l'appellation de la nuit. Les Égyptiens disent Perhat pour définir la grande maison. Les Dida disent Paakado pour dire la grande maison. Et les Grecs ont déformé ça en pharaon. Les Égyptiens, pour appeler un ancien palais, ils disent Serek. Serek, c'est l'ancien palais. En Dida, Séré, c'est la maison. Quand l'Égyptien ancien dit Aou, il veut parler de la mort. Le Dida appelle la mort Kou. Et quand on dit Kofi Oku, ça veut dire Kofi est mort. En baoulé, on dit Wou. Kofu wa Wou. Chez les négro-africains, le O, le E et le A, souvent, ont la même signification. Et ça veut dire est. Kofi wa Wou. Kofi est mort. Les Égyptiens appellent le pays contré Dou. Chez les Dida, Dou, c'est la ville, le village, la contrée, le pays. L'arrière-train d'un félin, en égyptien pharaonique, se dit paix. En Dida, paix,
c'est l'arrière-train, c'est la queue. Pour dire l'œil, les Égyptiens disent Iret. Les Dida disent Yi, l'œil. Pour le sexe masculin, les Égyptiens disent Moutou. Les Dida, pour désigner le testicule, disent Moukou. Quand les Égyptiens parlent de l'arbre, ils appellent l'arbre sou. Sou. Les Dida, pour désigner l'arbre aussi, ils disent sou. Quand un Égyptien dit kef, il veut dire saisir. Le Dida, pour dire saisir, prendre en flagrant délit, il dit kra. Kra. Maintenant, pour dire parler, l'Égyptien dit djed. Il dit djed. Et le ouais, pour dire parler, il dira djedé. Et le Dida, quand il dit di, ou bien dé, ça dit les nouvelles. Il faut donner les nouvelles. Sekhmet est en égyptien pharaonique la déesse de la puissance, l'œil de Ra. Seki, en Dida, c'est la puissance, la force mystique. Ouais. Ce que les Abidjans appellent Sekepon. Les Aradiens aussi, ils disent Seke aussi. Ouais. Quand les Égyptiens disent ils disent, ça veut dire venir. Ils disent venir. En Dida, on dit yi. Ou bien en Bété, on dit ji. Aimer. Aimer en égyptien pharaoute, c'est moro. Moro. En Dida, on dit ma. Ma, c'est faire l'amour. Le noun, le sien primordial, d'où est venue la création. Le noun. En Dida, il y a même des égyptologues qui disent qu'on dit nous. On dit pas nous, franchement, on dit nous. Et en Dida, nous, c'est l'eau. Maintenant, il y a des noms. Il y a des noms de pharaons. Téti est un nom d'un pharaon de la 6e dynastie. Téti est un nom propre d'Ida. Kakaouré est un pharaon de la 18e dynastie. Saouré est un pharaon de la 5e dynastie. Aouré est un nom propre d'Ida. Djedji est un nom propre égyptien. Djedje et Djedji sont des noms propres Bété et Mbato. Djaï. Djaï, c'est la désignation de la Phénicie. Et Djaï et Daï sont des noms propres d'Ida et Bété. Kemenou est le nom d'Hermopolis, une ville de Dieu en Égypte. Et Kemenou est un nom propre Bété à Soubré. Kenanou, c'est le nom de Canaan en Phénicie. Quand on dit I en égyptien pharaonique, ça veut dire je, ça veut dire moi. Et en Dida, quand on dit I, ça veut dire je. Quand on dit Bia, il s'agit d'un métal et du cuivre, du bronze en égyptien pharaonique. En baoulé, Blale, c'est le fer. En Dida, Bralo, c'est le marteau. Les Égyptiens pharaoniques appellent le singe Ki. Et les Dida appellent le singe Li. Alors, le mot complet c'est Likba, c'est-à-dire le singe noir. Mais ils disent aussi Kabe et ils disent aussi Kawa pour le petit du singe et le Kaji pour le grand singe. Les Baoulés appellent le chimpanzé Aka. Mout désigne la mer en égyptien pharaonique. Ma, c'est le Bété et le Neyo désigne la mer. Non, est la mer chez les Dida. Par contre, le Baoulé et l'Agné va dire Mo
ils vont dire Mo, les Mandés vont dire Ma, les Hébriers, les Abikam vont dire Ma aussi, et les Aladians diront Moi, moi. Noaoulé, c'est la vérité chez le Dida. Noaoulé, c'est la vérité chez le Baoulé. Baka, Baka, c'est sans courage. Sans courage en égyptien pharaonique. Et Bamo, c'est la paresse en Dida. Donc, voici quelques mots que j'ai pu identifier pour l'instant entre le Dida et l'égyptien pharaonique. La quête ne fait que commencer et j'espère que des linguistes Kourou et éventuellement Mandé, Atan et Gur vont venir s'associer à nous pour pouvoir faire cette quête qui va permettre de démontrer de façon scientifique l'unité culturelle de la Côte d'Ivoire et éventuellement de toute l'Afrique. Merci. Merci, Seth. Voilà, il est 21h30 à peu près. On nous avait donné 3 heures pour cette séance. Nous avons commencé à 19h30. On a passé 2 heures de temps. Je crois qu'on a fini la première partie de notre mission. Voilà, donc je rends maintenant l'antenne au CPI. Nous intervenons, s'il vous plaît. Je pense que tout à l'heure, nous avons eu droit à un banquet intellectuel. Nous avons fait un retour à nos origines premières. Nous sommes retournés à notre source, à notre identité première, au début de nos ancêtres. Ça a été pour certaines personnes une découverte, l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, d'élever des équivoques sur certaines zones d'ombre. Ça a été aussi l'occasion pour d'autres personnes de renforcer des acquis, des connaissances, des compréhensions sur certaines notions. Mais je sais que tout cela a convergé vers un objectif qui est plus de questions. Donc ça va susciter encore beaucoup d'interrogations, beaucoup vont vouloir savoir, avoir des éclaircissements sur un certain point qui ont été abordés ici par nos 4 intervenants. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez un temps, 1 heure de temps pour poser des questions, parce que nous sommes ici au Temple du Savoir, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny, et tout est bon à dire. Il n'y a pas de questions intelligentes, il n'y a pas de questions bêtes, mais toute question mérite des réponses. Et ce soir, nos intervenants sont prêts pour vous. Mais avant qu'on ne puisse passer à la séance des questions, nous avons fait 2 heures où nous avons appris. Il est temps pour nous un peu de souffler un peu. Je ne sais pas si le général Sofa est là. Il va nous gratifier d'une petite intervention musicale qui va nous permettre aussi de nous reconnecter à certaines choses. Général Sofa, s'il est là. Il n'est pas là? Ok. Mais le Bassino, s'il vous plaît, un grand artiste qui fait la fierté aujourd'hui de l'Afrique, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, qui prêche l'Afrique partout où il est là. Je sais que Dieu est avec lui et il va dire full tout à l'heure. Bonsoir, chers camarades. Je voudrais que vous applaudissiez pour les chers aînés. Je vous ai beaucoup décortiqué les choses aujourd'hui, quand vous ne savez pas. Bonsoir tout le monde. Ben, je vois pas la régie. Je voudrais écouter un peu de son, mais vous voulez les acapellas ou bien quoi? Vous maîtrisez un peu les sons? Yeah man. Est-ce que la génération consciente est là? Est-ce que vous êtes consciente? Vous n'êtes pas consciente, la génération consciente? Africa. Je voudrais dire l'éveil des consciences sur la jeunesse africaine. Africa a besoin de ses dignes fils, vous les Africains. Vous la génération consciente, je voudrais vous dire de vous lever et vous battre pour nos continents. Je voudrais l'éveil des consciences, je voudrais le courage que vous avez toujours pour nos continents. Je voudrais aussi la chance et tout le courage que vous aviez pour le combat que nous menons ensemble.
Ma voix éveille les consciences qui se perdent dans les noyaux. Ma voix éveille les consciences qui se perdent dans les noyaux. Ma voix éveille les consciences qui se perdent dans les noyaux. Ma voix éveille les consciences qui se perdent dans les noyaux. Aussi est toujours de qualité, il faut les kiffer pour te consoler. Si tu es désespéré, le flot va vous réveiller. C'est bien vrai que l'éducation fait la moralité. Ne soyez pas étonnés parce qu'un ton va gronder. Pas de hyène, pas de rancœur mes amis. Il faut persévérer pour y arriver. C'est Dieu qui m'a inspiré. Original ma voix éveille les consciences. Original ma voix éveille les consciences. Yo, ma voix éveille les consciences qui se perdent dans les noyaux. Ma voix éveille les consciences qui se perdent dans les noyaux. Quand l'aube est beau, j'allume le grand flambeau. Je prêche comme un robot dans la voie monotone. Contre les putains sales de la nuit. La jalousie nous poursuit, original Wassaman. Se tient sur le soleil ardent, macadam. Mes ennemis sans cesse prévissent à ma jeunesse. Quand tendresse, j'allume le firebomb pour enflammer tous ses ennemis. Original ma voix éveille les consciences. Original ma voix. Yeah man. Avec la clé Africa a besoin de ses fils. Africa a besoin de ses derniers fils. Farafina mako bade nona. Farafina mako bade mberelulai. Hey, Africa a besoin de fils. Africa a besoin de ses derniers fils. Africa a besoin de ses fils. Africa a besoin de ses derniers fils. Parafina mako bade nona. Parafina mako bade mberelulai. Est-ce que vous êtes prêts? L'Afrique a besoin de vous bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le continent africain? Est-ce que vous avez les armes pour nous? Ok. Nous allons voir ensemble. Oui, c'est ça. Ok, cette chanson que je voudrais chanter, c'est le Dousoufari. Ça nous appelle un peu l'histoire de nos parents chasseurs qui ont tout fait aussi à la charte 42 de Kouroukanfroy, qui nous a donné aussi beaucoup de choses à l'origine de nos continents. Parce que nous sommes là pour la révalorisation de nos cultures africaines. Il faudrait aussi revoir les chasseurs qui ont beaucoup participé, les Zoulous, tout le monde. Grâce à cela, aujourd'hui, on a une valeur, une dignité, le courage et puis une connaissance que les autres n'ont pas. Donc, respectez cette Afrique qui a beaucoup de potentialités. Rastafari Selassie. La régie, je vous attends. Yeah. Les frères, mais moi j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Nous avions la Chine. Excusez d'abord, s'il vous plaît. Excusez, s'il vous plaît. Nous avions la Chine. La Chine n'a jamais laissé sa valeur. La civilisation chinoise est restée toujours. Nous avions aussi le Japon qui a toujours conservé les valeurs et puis les cultures. Mais pourquoi l'Afrique va rejeter, nier sa valeur? Est-ce que c'est normal? Donc pourquoi? Nous avions une religion qui était à nous, que aujourd'hui les Occidentaux, les impérialistes sont venus nous imposer des choses qu'il ne faudrait pas accepter. Pourquoi? L'Afrique a sa religion, a sa culture, a tout. Mais aujourd'hui, ils sont venus nous endoctriner avec des choses. Il ne faudrait pas accepter ça. Nous avions une connaissance, nous avons une valeur. Nous avions tout avec nous. Il faudrait se mettre ensemble pour avancer les Africains.
Ok, man. Faut balancer le son. Yeah, man. Ok, man. What's up, boys? Wala ula bani nai, cabeça vou paripai. Wala ula bani nai, cabeça vou paripai. Yo, wala ula jambale lai, kale pena gaga sobo paripai. Nali wase gaga sobo pala. Esse sila duna soba se la metuso, ni magedo so parie. Esse sila duna sobo parie, ni magedo so parie. Esse sila duna sobo parie. Madonso, fica donso, oi tama mansaya lai. Madonso, yeah, fica donso, oi tama mansaya lai. Mungeli cheni wote kato, pani mona kini luna. Metere pe mo sekela hosta, ona sekela mochi pesi sekini ero no bila yonzi pom. Ombaga pronto baga bali kulu bali, tena mo bali. Hey hey, donso. Toro ya ye, donso ya ye la ye, hey, donso ya ye la ye, donso ya ye la ye, hey, ba donso ya ye wala ula bani nai, cabeça go paripai, ba donso ya ye wala ula bani nai, cabeça go paripai, apne oke, donso ya ye wala ula bani nai, cabeça go paripai, ba donso ya ye wala ula bani nai, cabeça go paripai. Comme les lions campés dans la tenue d'Aïssilacé, vise bien comme un tirailleur sénégalais, courageux comme un indien dans la forêt. Tinguelette, africaine, hommage à moi tous ces chasseurs mandés. Tinguelette, africaine, hommage à moi tous ces soldats mandés. Tinguelette, africaine, hommage à moi tous ces soldats de Samo. Ok, merci, merci. Le deuxième titre, c'est Ma voix éveille les consciences. S'il vous plaît. Sofa, comment on fait pour avoir les albums? Yeah man, ça c'est pour vous la génération consciente. Ok, c'est pour vous là, c'est pour la Lipec, yeah, Imodia, Jamesou, tout le monde, ok, c'est pour vous.
Félix Oufoué, Mando Kalaïsi. Yaman, si est toujours de qualité, faut les kiffer pour te consoler. Si tu es désespéré, le flow va vous réveiller. C'est bien vrai que l'éducation fait la moralité. Ne soyez pas étonnés parce qu'il trouvera gronder. Pas de yen, pas de rancœur mes amis. Il faut persévérer pour y arriver. C'est une rime inspirée, original ma voix. Éveille les consciences, original ma voix. Éveille les consciences, ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se fait dans les noirs. J'allume le grand flambeau, je prêche comme un robot dans la voix monotone. Contre les putains sales de la nuit, la jalousie nous poursuit, original Wassaman. Je tiens sur le soleil, Adam, Macadam. Mes ennemis facettes, bébés à ma jeunesse. Sans tendresse, j'allume le fire pour enflammer tous ces ennemis. Je serai dans la nuit comme un chakra radical pour neutraliser tous ces flots banals. Enfin, je les dirai qu'ils ne sont pas mal. Pas mal, oh yeah. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, éveille les consciences qui se perdent dans les noirs. Ma voix, je veux une jeunesse conscientisée. Nous voulons une génération tranquillisée et des personnes armées de bonne volonté. Ma voix, nous ne voulons pas une jeunesse endoctrinée, non plus une génération manipulée, envoûtée par quelques billets. Ma voix, si, yeah, si, yeah, man. Ok, merci. Il faut nous Je vais porter mon t-shirt. Il faut nous dire où on peut acheter ton album. Bon, l'album actuellement, c'est disponible dans les bacs chez Hassan. Et bon, nous vendons aussi à main. Si vous voulez, il y a les numéros que nous pouvons vous contacter. Vous pouvez prendre le 57 58 95 35 pour avoir. Il faut reprendre le numéro. Il faut reprendre. Le 57 58 95 35. Le 57 58 95 35 pour avoir l'album si vous voulez. Ok, je peux porter les t-shirts quand même. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes adorables. Vous êtes un fort public. Que Dieu vous bénisse. Les ancêtres veillent sur vous. Vous êtes cool. Je vous aime. Je suis avec vous. Je suis votre artiste. Nous évoluons ensemble. Le combat, c'est ensemble. Rastafari, c'est la CA. Que les ancêtres nous bénissent. Amen. Rasta. Merci encore, Général Sofa, de nous avoir gratifié de ces belles mélodies qui, en même temps qu'elles nous divertissent, nous rappellent notre mission essentielle, notre mission première, qui est la lutte pour la revalorisation de notre identité, de notre patrimoine culturel africain. Merci encore. Tout à l'heure, il y a eu des exposés qui ont été faits. Et donc, si vous avez des questions ou des contributions, c'est le moment de vous manifester. Contribution, question. Soit il y a deux choses, soit on a tout compris ou on n'a rien compris. Où est-ce que vous vous situez? Ouais, question à poser. Ok. Ouais, il faut tenir pour que je puisse poser la question.
Ok, je dis merci au doyen pour la brillante conférence qu'on a eue. Il y a beaucoup de questions. J'ai fait d'abord l'économie, et puis après, avec le temps, on va voir où ça peut nous mener. La première question, c'était pour comprendre, en définitive, par rapport à Cheikh Anta Diop, quelle était, disons, l'intention du livre? Quel était également aussi le but d'écrire Nation d'agriculture de façon simple pour que on puisse comprendre? La deuxième question, c'est sur Molefi qui était à santé. Le chef Mel nous a exposé quelques personnes. Je veux également savoir quelle est l'intention du livre, la fausse centricité, et quel est également le but de ce livre. Ma troisième question, il va droit au doyen Aïpo. Bon, malheureusement, il n'y a pas de tableau. Sinon, je voulais qu'il nous montre un peu quelle est la démarche qu'il a suivie, quelle est la méthodologie qu'il a suivie pour pouvoir faire ces démonstrations. Donc, merci. C'est la première série de questions. Oui, tiens. Une autre question? Oui. D'abord, je tenais vraiment à remercier les intervenants pour les exposés, qui pour moi ont été très édifiants et qui à mon niveau, qui a suscité vraiment un éveil de conscience et aussi un organisme. D'abord, j'ai une question envers le troisième intervenant qui a dit que le premier État du monde a été créé par Namori. J'espère que Namori est ça. Et j'aimerais savoir le nom de cet État. Et il disait que j'aimerais savoir le nom de et la situation. Déplace-toi. On peut venir là. La question c'est le nom de cet État et si possible la situation géographique actuelle. C'était la seule question que j'avais à poser. Oui, ok. Bonsoir, monsieur. J'ai deux questions. J'aimerais, parlant de la civilisation africaine, on fait toujours référence à l'Égypte antique. J'aimerais savoir si, partant de là, si l'Égypte constitue un foyer d'immigration ou est-ce que c'est parce que la Bible parle de l'Égypte qu'on fait toujours référence à l'Égypte en parlant de la civilisation africaine. Ça, c'est ma première question. Ok. Parlant de la civilisation africaine, on fait toujours référence à l'Égypte antique. J'aimerais savoir si c'est parce que l'Égypte, j'aimerais savoir si l'Égypte est un foyer d'émigration ou c'est parce que parle de l'Égypte que nous, Africains, de notre civilisation, on se réfère. Ouais, il faut déplacer un peu. Voilà. À chaque fois qu'on parle de la civilisation africaine, on fait toujours référence à l'Égypte antique. Et j'aimerais savoir si l'Égypte antique constitue un foyer d'émigration pour nous, les Africains, ou c'est parce que la Bible parle de l'Égypte que nous faisons référence à l'Égypte parlant de notre civilisation, la civilisation africaine entre parenthèses. Et la deuxième question,
Dans votre intervention, vous dites que les Égyptiens d'origine sont de race noire. Et quand on fait un constat, bon, de ce que nous on ne sait pas, mais qu'on entend, les Égyptiens antiques sont de race noire. Et partant de l'Antiquité à notre époque, à l'époque contemporaine, on observe que les Égyptiens d'aujourd'hui sont de race blanche. Donc, j'aimerais savoir cette mutation de race. J'aimerais que vous expliquiez un peu. Parce que quand on parle de la Grèce, il y a eu quand même bon, on parle de l'invasion perse, ceci, cela en Europe. Il y a eu des peuples qui ont immigré vers d'autres peuples en Europe, mais on a vu qu'il n'y a pas eu, il y a eu des brassages de peuples, mais il n'y a pas eu de changement de race. Mais comment se fait-il que les Égyptiens antiques étant noirs et les Égyptiens contemporains sont de race blanche? Merci. D'accord, chers amis, nous allons d'abord épuiser ces quelques questions qui ont été posées et ensuite nous allons prendre une deuxième série de questions. Alors, la première question est celle-ci. Quelle était l'intention du livre écrit par Cheikh? Pourquoi Cheikh a écrit ce livre? Quel était le but? C'est ça cette question. Nation et agriculture. Donc la question c'est pourquoi Cheikh Anta Diop a écrit ce livre. Je crois que dans mon exposé, j'ai parlé de son intention historique dans sa préface, dans son avant-propos, dans son introduction. Donc je ne vais pas revenir, mais essayer de résumer. Il a écrit ce livre parce qu'il a constaté qu'on ne dit pas l'histoire de l'Afrique correctement. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, dans la mentalité des Blancs, dominée par la philosophie de Hegel, l'Afrique noire n'a pas d'histoire. Les Européens ont fini par se convaincre et s'est développé philosophiquement et enseigné dans les universités que les Noirs, eux là, ils n'ont pas d'histoire. Et c'est pour ça qu'on fait de l'ethno-histoire en Afrique. On ne fait pas de l'histoire, on fait de l'ethno-histoire, ethno-histoire. Voilà. On fait de l'ethno-musique. Tout ce qu'on fait en Afrique, c'est de l'ethno. Donc, il faut bien voir le contexte. C'est un contexte de domination coloniale, où l'Europe était toute puissante. Bien sûr, on aspirait vers les indépendances. Nous sommes en 1954. Mais nous sommes encore sous la colonisation. Et c'est dans ces conditions que Diop est parti à l'école. Il a fait son primaire, il est allé à la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate que l'histoire qu'on a écrite là n'est pas vraie. Enfin, c'est tout. L'histoire que lui a appris à l'école, vraiment, on dit que les Noirs n'ont pas d'histoire, que c'est les Blancs qui ont même inventé les réalisations des Noirs. Bon, il y a des documents pourtant qui disent autre chose, et on ne tient pas compte de ces documents. Alors que la science a un protocole précis. Il faut des documents pour faire la science. Voilà, donc ce qui a amené Cheikh Anta Diop, c'est de... il y a plusieurs objectifs, mais le premier objectif, c'est de réécrire l'histoire. Et d'ailleurs, il nous dit tous que nous devons nous mettre à étudier notre propre histoire. Parce que tant que nous allons étudier notre histoire dans les ouvrages des autres, et que nous laissons le soin aux autres de faire notre histoire, ils vont toujours développer notre histoire. C'est à nous de faire notre histoire. Et c'est en cela, on parlait de la fausse authenticité. Ça, c'est un élément au niveau de Cheikh Anta Diop, comme étant précurseur de la fausse authenticité. Diop va dire, nous avons tous le devoir d'écrire notre histoire nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc voici le pourquoi. Maintenant il y a encore d'autres raisons que j'ai données dans mon exposé.
la raison, toute raison, je crois celle qui est principale même, c'est comment l'Afrique doit sortir de la colonisation. Il faut donc prendre l'indépendance. Le concept d'indépendance n'existait pas à cette époque, il faut bien le savoir. Donc, c'était de cette pensée, comment on dit ça, la finalité, le but final du job, c'était la libération nationale du noir et la construction de l'État fédéral et faire la renaissance africaine pour que le noir se retrouve dans une société où il vit en toute liberté. Alors, la deuxième question me concerne, hein. C'est à peu près la même question. Quelle était l'intention du livre? Quel est le but de ce livre écrit par Kété? Bon, c'est simple à comprendre, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce livre, Kété veut nous montrer tout simplement que l'Afrique a perdu son âme. L'Afrique n'existe plus. Regardez autour de vous, regardez les noms que vous portez. Vous portez des noms d'esclaves, c'est ce que Kété Asante veut dire. Vous portez des noms d'esclaves. Est-ce qu'avez-vous vu un Chinois porter Yao? Avez-vous un Arabe porter Nguessan? Seul le noir le fait. Ça veut dire qu'on est mort. Ça, c'est un exemple. Regardez vos rues. Regardez nos rues. Nous portons les noms des bourreaux, de nos bourreaux. Personne en Europe ne partira jamais ces rues par le nom de Yao, de Nguessan, etc. Sauf les noirs qui le font. Nos rues sont inondées des noms de nos bourreaux. Maintenant, regardez notre religion. Hein? Regardez notre religion. On court après les religions étrangères. Hein? Notre spiritualité, elle est morte. Et ce livre a été écrit pour que nous prenions conscience. C'est à nous de réhabiliter nos valeurs. C'est ce que ce livre veut dire. Il nous appelle à renouer avec nos racines. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui est très riche sur le plan culturel, sur le plan matériel. Et c'est ce qui a nourri l'Europe, c'est ce qui a nourri l'Asie. Et c'est ce qui nourrit aujourd'hui encore le monde. Regardez autour de vous. On vous agresse parce que vous avez des richesses à travers l'Afrique. On vous agresse parce que vous détenez encore le savoir. Et on ne vous dit pas. On encourage l'exportation des savants noirs en Europe. Donc, ce livre a été écrit pour que l'Afrique se réveille et qu'elle se mette au travail. Il faut renouer, pour se réveiller, il faut renouer avec son passé. C'est ce que ça veut dire. Voilà, je pense que j'ai donné l'explication. Bon, la troisième question, c'est quel est le nom de l'État Namori et où il est né? La situation géographique. Voilà, la situation géographique. De l'État que Namori a créé. Voilà, de l'État que Namori a créé. Namori n'a créé aucun État. Mon collègue voulait dire que Narmer, qui est le premier pharaon, qui a unifié la haute et la basse Égypte, quand on africanise son nom, on trouvait Namori. Bon, c'est ce que nous voulions dire. Il n'y avait pas d'État. L'Égypte pharaonique, le premier pharaon unificateur de la haute et basse Égypte, c'était Narmer. C'est ce qu'il voulait dire. En africain, Namori. D'accord. D'autres questions ont été posées. Donc, Namori en question, Narmer a fait la réunification des deux parties de l'Égypte pharaonique. C'est pour ça qu'il est célèbre. Mais les deux parties sont où? La Haute-Égypte et la Basse-Égypte. La Haute-Égypte qui se trouve en bas et la Basse-Égypte qui se trouve en haut. Il s'agit de deux parties d'Égypte qui ont été réunifiées par Narmer. Bon, il y a d'autres questions. Deux autres questions. Une qui se réfère à la Bible. Une qui demande pourquoi est-ce que les Africains à chaque fois se réfèrent à l'Égypte. Est-ce parce que l'Égypte est un foyer d'immigration pour nous ou bien parce qu'on en parle dans la Bible? Je précise,
Nouveau Testament, bien sûr. Ancien Testament, bien sûr. Il est évident que vous êtes très jeune, que vous n'avez pas eu ces connaissances et vous n'avez pas, on vous a pas inculqué la tradition orale. Pour nous qui avons un certain âge, nos parents nous ont dit clairement d'où ils venaient. Les Akans, pour eux, désignent cette région en termes de Anyuan, Anyuan. Anyuan en Akan, enfin, en Baoulé, en Agni, etc. veut dire quoi? Le sable. Anyuan veut dire le sable, le sable. C'est une façon pour les Africains de dire le sable à perte de vue. Prenez la carte de l'Afrique et regardez où se trouve une étendue de sable à perte de vue. C'est bien le Sahara. Donc, ils ont traversé cette région où il y avait plein de sable à perte de vue. De l'autre côté. Donc, ils sont venus d'à partir le nord ou le nord-est de l'Afrique. Nos traditions orales, attention, nos parents qui n'ont pas été à l'école, comme vous, nos parents qui ne savent pas lire et écrire, et certains pontes de l'histoire, ici, professeurs d'ailleurs, d'histoire, prétendent que ces traditionnels ont lu ou entendu parler de Cheikh Anta Diop. C'est pas possible. Allez dans un village africain, au fin fond, vous pensez que nos parents ont entendu parler de Cheikh Anta Diop qui dit que l'Égypte est nègre? Non, cela relève de leur tradition orale. Cela relève de leur histoire. On dit que quand un vieux meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui disparaît. Vous n'avez pas eu la chance. Bon, deuxièmement, l'Ancien Testament, lisez-le bien à partir de ce soir. L'Ancien Testament ne parle que de l'Afrique. On recense une centaine de mots au moins. À quand? Ceci a été fait par le chercheur Ewi Félix, dont je parlais tout à l'heure. Les noms des villes et autres sont des noms africains. Si vous y prêtez attention, évidemment. Leurs connotations et leurs vocalisations ont changé. Mais ce sont des noms africains. Intéressez-vous à l'Ancien Testament. Dans le chapitre 10, versets 20 à 25, on dit que Noé avait 3 fils. Cham, Sem et Japheth. Cham, il est dit qu'il est l'ancêtre des Noirs. Aujourd'hui, nous disons Cam pour signifier l'Égypte. Kamet. D'accord? Mais dans la Bible, c'est Cham. Tout à l'heure, quand mon collègue a fait un exposé, il a dit que les égyptologues, soi-disant égyptologues, qui disaient que l'Égypte était blanche, et surtout Champollion Figeac, le frère aîné de Champollion le Jeune, disait qu'on pouvait être, ce n'était pas un argument suffisant quand on est noir de peau pour être noir. C'est ridicule d'abord. Et ils ont trouvé, imaginez cette race qui était noire de peau, mais qui était quand même une race caucasienne, c'est-à-dire blanche, et qu'ils ont appelé Chamites. Mais comble d'ironie, dans l'Ancien Testament, Cham et Chamite désignent les Noirs. Bon, donc, dans tous les recoins de notre lutte scientifique, contre ces déformateurs, falsificateurs de notre histoire, ils sont battus. C'est ce que nous voulons que vous sachiez. Nous avons les arguments scientifiques. Un colloque s'est tenu au Caire en 1974, où où se sont réunis 19 savants occidentaux, savants mondiaux, dont 2 Africains seulement, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Lisez les actes de ce colloque de l'UNESCO, mais l'avantage a tourné justement vers ces 2, et l'UNESCO a demandé la réécriture de l'histoire de l'Afrique, tome 2, prenez le tome 2, de l'histoire de l'Afrique réécrite
après la victoire de Cheikh Anta Diop et de Théophile Boulenga au colloque du Caire en 1974. 2 savants africains contre 17 autres internationaux. Donc, ce n'est pas par nostalgie ou par invention que nous disons, justement, nous parlons tout le temps de l'Égypte, parce que la tradition orale le confirme. Les débats scientifiques aussi confirment que l'Égypte est nègre. La race noire des Égyptiens, qui est devenue blanche aujourd'hui, bon, ça c'est un phénomène historique, c'est évident. Nous avons dit au cours de nos interventions que les Arabes n'ont conquis l'Égypte en 639 après Jésus-Christ. Alors comprenez que avant 639, ces Arabes qui y sont actuellement et que vous appelez blancs, d'ailleurs ils ne sont pas blancs. Bon, dans l'histoire génétique de ce monde, on sait très bien que la race sémitique est un brassage de la race nègre et de la race caucasienne. D'accord? Bon, alors, si vous ne le savez pas. Donc, ces Arabes qui sont là ne sont intervenus qu'en 639, après Jésus-Christ, et ont peuplé le nord de l'Afrique. Que ce soit les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, etc. Donc, nous y étions avant eux, et ces Noirs qui sont actuellement en Afrique du Nord ne sont pas des Noirs déportés comme esclaves. Vous vous y trompez. Ce sont des Noirs de souche, qui sont encore dans le désert algérien d'ailleurs. Hein, ils y sont encore. Bon, je pense avoir répondu aux 2 questions qui concernaient donc l'Égypte ancienne, la couleur de la race égyptienne qui est devenue blanche. C'est ça. Ben, je voudrais ajouter que dans l'histoire, il n'y a pas que l'Égypte. Hein, qui a changé de couleur, comme vous dites. Voilà. Est-ce que vous avez bien regardé les États-Unis? Vous avez bien regardé l'Argentine? Où sont les Indiens? Où sont les Indiens en Argentine? Vous connaissez l'histoire de l'Argentine? Ou l'histoire des États-Unis? Et d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle les Amériques? Ça vient d'où? C'est un nom d'un Européen. Donc attention, l'histoire est pleine d'exemples comme ça où il y a eu des génocides et des massacres et des exterminations. Mais dans sur l'Égypte, ce qu'il faut dire, peut-être il y a 2 choses à dire quand même, ils ne sont pas tous partis. Il y a encore des Noirs en Égypte. Il y a encore des Noirs. Parce qu'on parle de la basse Égypte et de la haute Égypte, qui est au sud. Il y a encore des Noirs. Dernièrement, nous avons un de nos sœurs qui est allé en Égypte visiter les temples. Elle est venue faire le témoignage. Quand elle a été surprise de voir des Noirs, ils ont dit, mais ça, c'est nos ancêtres qui ont construit. Donc, ce n'est pas vrai que les Noirs ont complètement disparu. Hein? Ils sont encore là. Et il y a les derniers, comment on peut dire ça, les derniers des Mohicans. C'est les Coptes. Les Coptes, ça a été un mélange, un métissage de Noirs et de Blancs. Même quand vous voyez les Coptes, c'est un peu comme aux Antilles. Quand vous voyez les Antilles, ils sont métis, mais vous voyez bien qu'ils sont noirs quand même. Même s'ils sont métis, bon, on sait que c'est des nègres. Voilà, donc c'est la même chose. Il y a encore des Coptes qui sont encore là et qui sont les descendants de ces anciens Égyptiens. Hein, donc, qui portent donc témoignage de ce moment de l'histoire. Voilà, question suivante. Merci. Il y avait des personnes qui avaient voulu faire des contributions. Je pense qu'on va les prendre rapidement. Étant donné qu'on est pris par le temps, on demande de faire un peu vite. Je suis maître Isis Soreb. Je suis guide spirituel. Je suis africaniste. Je suis venu à cette conférence et je suis très heureux des interventions que j'entends ici. Et je voudrais simplement lancer une exhortation aux uns aux autres. Tout d'abord, remercier la table de séance pour dire que c'est un message éclairé que vous apportez. Et je tiens personnellement à vous féliciter, à vous encourager à continuer sur cette lancée
Parce que les gens comme vous, l'Afrique